Et si la victoire en Ukraine ne dépendait pas seulement des affrontements directs, mais d'une guerre invisible, où l'usure psychologique compte autant que la force brute? Depuis plusieurs semaines, les forces russes expérimentent de nouvelles méthodes. Coupures d'électricité, encerclement patient des villes, attaques sur le moral des troupes ukrainiennes. Autour de Kupiansk, certains fronts deviennent de véritables laboratoires où l'on cherche à briser la résistance sans livrer de bataille décisive. Imaginons par exemple la vie d'un soldat ukrainien posté à la périphérie de Kupiansk. Chaque nuit, il entend le bourdonnement des drones au-dessus de sa tranchée. Parfois, au petit matin, il retrouve sur le sol des tracts tombés du ciel, écrits en russe, promettant la clémence à ceux qui se rendent et distillant la peur dans chaque abri. Des mots comme « Il n'est pas trop tard pour survivre » ou « Sauvez votre vie, déposez les armes » remplissent l'air d'une tension sourde. En parallèle, les routes sont méthodiquement coupées, les évacuations limitées, les approvisionnements restreints, jusqu'à ce que l'étau se referme lentement sur les défenseurs isolés. Ce n'est pas un simple hasard stratégique. C'est une technique éprouvée dans l'histoire des guerres de siège, utilisée à Leningrad durant la Seconde Guerre mondiale, ou plus récemment à Alep en Syrie, où l'asphyxie des défenseurs s'est révélée plus efficace que les assauts frontaux. Mais l'artillerie n'est qu'un des outils de cette campagne. Les frappes répétées sur les infrastructures électriques plongent des régions entières dans l'obscurité, affectant aussi bien les civils que les soldats. La logistique devient un casse-tête. À titre d'exemple, lors d'une attaque en mars dernier, la coupure d'une seule ligne à haute tension a privé de courant toute une agglomération de plusieurs milliers d'habitants. Les générateurs de secours, longtemps négligés, sont soudain devenus une ressource précieuse, partagée entre hôpitaux de campagne et centres de commandement. L'énergie devient une arme silencieuse, capable d'user la volonté jour après jour. Privés de chauffage, de lumière et parfois même d'eau, les soldats, mais aussi les civils, vivent dans une angoisse croissante. Chaque nuit noire s'étire, chaque ration diminue, chaque espoir s'amenuise. Derrière le vacarme des bombardements, la vraie bataille se joue sur le terrain de la peur et de la désinformation. La guerre d'usure se mue en guerre hybride. Drones, propagande, isolement, tout sert à saper la cohésion et la résilience. À titre d'exemple, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des civils de Volchansk recevant sur leur téléphone des messages anonymes affirmant que « la ville est déjà perdue, tout est inutile ». Ce genre de campagne, déjà employé lors de la prise de Grozny en Tchétchénie, vise à accélérer l'effondrement moral. Sous-estimer ces tactiques, c'est ignorer comment les conflits modernes redessinent la carte de l'Europe et menacent bien au-delà des frontières ukrainiennes. Rappelons-nous, au début de la guerre en Géorgie en 2008, la Russie avait déjà combiné frappes physiques et cyberattaques pour paralyser la réaction adverse. Aujourd'hui, la sophistication a franchi un nouveau cap. Pour comprendre l'impact de cette stratégie, il faut regarder au-delà des chiffres des pertes et des territoires. Ce sont les mécanismes invisibles, les fissures dans la logistique, la peur instillée dans la population, qui pourraient décider du sort de toute une région. La chute de morale d'une poignée de défenseurs peut, comme en domino, précipiter le retrait de plusieurs bataillons. Pourquoi Kupiansk, Liman, Volchansk et leurs alentours sont-ils devenus les points névralgiques de la guerre en Ukraine? Leur géographie n'est qu'une partie de la réponse. Depuis quelques semaines, une dynamique fébrile transforme ces localités en verrous essentiels du front oriental. Ces villes contrôlent des nœuds de communication et de ravitaillement vitaux. La perte de l'une d'elles bouleverserait l'équilibre de toute la ligne défensive ukrainienne dans l'Est. Chacune est reliée par des routes et voies ferrées qui irriguent le dispositif militaire. Prenons l'exemple de la gare de Kupiansk, carrefour ferroviaire majeur. Si elle tombe, c'est toute la chaîne d'approvisionnement du front nord-est qui s'effondre, comme cela s'est produit en 2014 lors de la bataille de Debaltsev. Dernièrement, le front s'embrase sous une multiplication d'attaques russes venues du nord, du sud et du nord-ouest de Kupiansk. Les combats sont mobiles. Les soldats ukrainiens doivent déplacer sans cesse leurs maigres ressources pour combler les brèches, au risque d'en ouvrir ailleurs. Un officier ukrainien témoignait récemment que
chaque déplacement de munitions se fait sous le risque d'un tir de drone kamikaze, chaque renfort doit emprunter des routes secondaires parfois minées. La défense ukrainienne s'est morcelée. Les positions sont désormais isolées, éclatées en poches de résistance difficilement coordonnées. Cette fragmentation rend la logistique précaire, chaque route pouvant être coupée à tout instant par un raid ou un tir d'artillerie. On se souvient de la bataille de Marioupol, où l'isolement progressif des quartiers a mené à la chute finale de la ville. Dans Kupiansk, les affrontements urbains s'intensifient chaque jour. Les forces russes avancent lentement, cherchant à encercler la garnison ukrainienne quartier par quartier. On voit se dessiner un encerclement progressif, renforcé par la prise de secteurs périphériques et la mainmise sur les routes secondaires. En février dernier, les troupes russes ont pris le contrôle d'un quartier industriel, coupant l'accès à la principale route de ravitaillement. Les Russes évitent les points fortifiés, préférant contourner et isoler chaque zone. Plutôt que de foncer de front, ils coupent les communications, puis avancent méthodiquement, bloc après bloc. Cette méthode étouffe les défenseurs, qui voient leurs options se réduire à vue d'œil. Partout sur le secteur, cette approche crée une pression constante, logistique et psychologique. Les renforts et les munitions peinent à parvenir au front, sous la menace permanente des drones et de l'artillerie. La perte d'un seul point clé pourrait entraîner une série de replis sur plusieurs dizaines de kilomètres. À Severodonetsk, en 2022, la chute d'un pont stratégique avait précipité le retrait de tout un bataillon. Derrière la lutte pour une ville, c'est l'avenir de tout le front oriental qui se joue. Si Kupiansk, Liman ou Volchansk s'effondrent, la route s'ouvre pour une avancée russe vers le cœur de l'Est ukrainien. La chute de ces bastions bouleverserait non seulement l'équilibre militaire local, mais aussi la stabilité stratégique de toute la région. On se souvient qu'en 2014, la perte de Sloviansk avait ouvert la voie vers Donetsk et Louhansk. Mais ce qui fascine, ce n'est pas seulement la carte. Ce sont les méthodes employées, ce sont ces stratégies modernes, mêlant technologie, psychologie et logistique, qui transforment la guerre en un terrain d'expérimentation inédit. Comment cette stratégie se construit-elle, étape par étape, pour transformer la pression en effondrement? Plongeons dans la mécanique du siège moderne. Et si couper une seule ligne électrique pouvait avoir plus d'impact qu'une centaine de chars sur le champ de bataille? Voilà la logique qui façonne la guerre moderne menée par la Russie en Ukraine. Frapper au cœur de l'infrastructure pour éroder la résistance, sans livrer de grandes batailles frontales. Moscou ne cherche plus seulement à avancer ou à conquérir des villes. La stratégie consiste à cibler méthodiquement centrales électriques anéanties, lignes à haute tension sabotées, usines de maintenance militaire détruites. Chaque coup porté n'est pas un simple incident. C'est une pièce essentielle d'un plan calculé pour asphyxier la logistique ukrainienne. Un expert militaire russe expliquait récemment que chaque centrale électrique détruite réduit la capacité de transport de munitions de 50%. Les conséquences dépassent la seule obscurité. Sans courant, les réseaux de communication s'effondrent, l'eau ne coule plus, les transports s'arrêtent. Les usines ne peuvent plus réparer l'équipement abîmé. Toute la chaîne logistique, des munitions à la nourriture, se grippe. Sur le front, cela signifie des garnisons incapables de recevoir du renfort ou du ravitaillement, clouées sur place et exposées. À titre d'illustration, lors du siège de Marioupol, l'absence d'électricité a stoppé les pompes à eau, forçant les habitants à puiser dans des puits contaminés, aggravant la crise sanitaire. Regardons l'exemple de Soumy. Première étape. Destruction systématique de l'infrastructure. Électricité, routes, rails. Deuxième phase. Isolement total des défenseurs. Sans moyen de communication ni ravitaillement, les soldats se retrouvent piégés, coupés du monde. Cette méthode rappelle l'encerclement de Sarajevo dans les années 90, où la coupure des réseaux a isolé la population pendant des années. Cette pression n'est pas seulement matérielle. Vient alors la guerre psychologique. Des drones survolent les positions, larguent des tracts menaçants, diffusent des ultimatums. Il est encore temps de rester en vie. Rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Les appels à la reddition, les allusions à l'encerclement imminent se répètent inlassablement. But, miner le moral
éroder la volonté de se battre avant même que l'assaut ne commence. Cette technique a déjà été employée lors de la guerre de Corée, où les haut-parleurs diffusaient des messages de démoralisation nuit et jour. Les nouveaux drones, comme le modèle baptisé Almaz, sont au cœur de cette tactique. Ils ne servent plus seulement à observer. Ils désignent des cibles, guident les frappes, propagent la peur par message et présence constante. Leur bourdonnement au-dessus des tranchées instille une tension nerveuse permanente qui désagrège peu à peu la cohésion des défenseurs. Durant la bataille de Mossoul, en Irak, des drones utilisés par Daesh avaient déjà semé la panique dans les rangs adverses par leurs attaques imprévisibles. Ce double choc, effondrement logistique suivi d'un harcèlement psychologique incessant, se révèle dévastateur. Pour les soldats, perdre le moral et les ressources, c'est souvent perdre la bataille avant même de la livrer. Pour les civils, la coupure d'électricité, d'eau ou de vivres se transforme vite en crise humanitaire. L'hiver sans chauffage, l'hôpital sans courant, l'école à l'arrêt, chaque attaque sur l'infrastructure aggrave l'angoisse et l'épuisement. On se rappelle que durant le siège d'Alep, les coupures d'électricité avaient plongé la ville dans une nuit permanente, rendant impossible toute évacuation ou soins d'urgence. Il ne s'agit donc plus d'une guerre de position ou de blindés, mais d'une guerre d'effondrement. Une panne invisible, une rupture de câble peuvent changer le sort d'une région entière. L'art du siège se modernise et la bataille se joue désormais autant dans les esprits que sur le terrain. L'exemple de la guerre de l'hiver finlandais, où la destruction ciblée des lignes ferroviaires avait paralysé l'ennemi soviétique, illustre combien la logistique peut prendre le pas sur la force brute. Mais cette stratégie russe ne se déploie pas dans le vide. Face à cette pression, comment les forces ukrainiennes s'adaptent-elles? Dans les coulisses, une autre bataille s'organise, tout aussi cruciale. Pour faire face, les Ukrainiens multiplient les solutions improvisées. Ils installent des générateurs de fortune dans les sous-sols, organisent des réseaux de messagers à vélo pour contourner la coupure des communications, stockent des vivres et de l'eau dans des caches secrètes. Dans plusieurs villages, la population s'est organisée en comités de résilience, planifiant la distribution des ressources et la réparation d'urgence des infrastructures. Leçon tirée de l'histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, la résistance française s'était appuyée sur des réseaux décentralisés pour survivre à l'occupation et maintenir le lien entre les maquis. Le blocus logistique et la guerre psychologique ne sont peut-être qu'un prélude à un effondrement généralisé. Imaginons ce qui pourrait advenir si la stratégie russe s'intensifie dans les prochains mois. La méthode employée repose sur une avancée lente, presque mécanique, vers l'encerclement des grandes villes. Chaque progression vise à isoler les poches de résistance tout en sapant la capacité de l'ennemi à manœuvrer ou à se ravitailler. Ce schéma rappelle le siège de Grozny, où les forces russes ont encerclé, puis réduit, chaque quartier un par un. Déjà, le modèle soumis s'étend. Une ville coupée du monde, encerclée, où civils et soldats ploient sous une pression constante, matérielle et mentale. Ce schéma pourrait frapper d'autres cibles stratégiques. Kupiansk, voire Dnipro, si rien ne vient briser l'élan actuel. Chaque nouvelle coupure d'électricité, chaque nouvelle attaque sur un pont ou une voie ferrée, rapproche la répétition de ce scénario. Le risque central, c'est l'apparition d'un collapse en cascade. Que l'ennemi perde le carburant, les munitions ou l'électricité, et ses défenses se désagrègent à grande vitesse. La chute d'un bastion peut alors précipiter l'effondrement de tout un secteur sans combat décisif. On l'a vu lors de la bataille de Koursk, où la perte de points d'appui logistique a entraîné un repli généralisé. Pour les forces ukrainiennes isolées, la perte d'autonomie devient critique. Privées de renforts et de ravitaillement, elles doivent survivre dans des conditions extrêmes, cernées par la désinformation, la peur et l'épuisement moral. Les témoignages de soldats rapportent des semaines sans relève, des repas réduits à une ration quotidienne, des nuits sans sommeil à guetter le vrombissement des drones ennemis. La pression sur les centres de commandement ne cesse de croître. Les communications se brouillent, chaque décision devient plus risquée, et la stabilité régionale chancelle. La désorganisation peut gagner les échelons supérieurs et miner le moral du dispositif entier. Lors de la chute de Debaltseve, des ordres contradictoires, transmis par radio brouillée,
avait précipité la confusion et la reddition partielle de certaines unités. Pour les civils, les conséquences sont dramatiques. Pénurie d'énergie, montée de l'insécurité, peur quotidienne et pour beaucoup, l'exode comme seul espoir. Ce climat d'incertitude ronge la cohésion et aggrave la crise humanitaire. Durant la guerre en Syrie, des centaines de milliers d'habitants avaient fui Alep dès les premières coupures d'électricité et de ravitaillement. Désormais, la vitesse d'effondrement d'un front ne dépend plus d'un simple nombre de chars ou de soldats, mais bien de la résilience des infrastructures et du moral collectif. La guerre prend une nouvelle forme. Elle vise la capacité à tenir, à se coordonner, à survivre sur la durée. Le général Clausewitz aurait parlé d'une « guerre totale », mais ici, c'est la société tout entière qui est ciblée, pas seulement l'armée. Si cette mutation se confirme, le conflit ukrainien pourrait imposer un modèle inédit. Une guerre hybride où la psychologie et la logistique pèsent autant que les armes. La doctrine militaire occidentale, longtemps centrée sur la supériorité technologique et le choc frontal, doit s'adapter à cette réalité. Mais ce basculement n'est pas seulement militaire. Il redéfinit aussi le paysage stratégique européen. Les conséquences se feront sentir bien au-delà du champ de bataille, jusque dans notre quotidien. Les prix de l'énergie, la sécurité des réseaux, la confiance dans les institutions sont déjà fragilisés par la crise ukrainienne. Et si la défense d'une ville commençait par celle de ses transformateurs électriques? Chaque coupure, chaque sabotage de transformateurs vise bien plus qu'à plonger une rue dans l'obscurité. C'est tout le cœur logistique, la capacité d'une armée et la vie d'une société qui vacille. Un seul pylône abattu peut isoler une ville entière. À Kharkiv, en mars 2023, la destruction d'un poste électrique a privé d'électricité plus de 100 000 personnes. Dans la guerre moderne, une vérité s'impose. Aucune nation n'est à l'abri si elle néglige ses infrastructures vitales. La moindre faille dans le réseau électrique, les voies ferrées ou les systèmes de communication devient immédiatement une opportunité pour l'adversaire, une faiblesse à exploiter. La cyberattaque contre le réseau électrique ukrainien en 2015, qui avait plongé plusieurs régions dans le noir, fut un avertissement ignoré. Mais la technologie n'est qu'une partie du champ de bataille. Désormais, la guerre de l'information et la pression psychologique s'entremêlent au combat réel. Campagne de désinformation, tracts largués par drone, brouillage des ondes. Chaque attaque vise à briser le moral avant même de tarir les ressources. On l'a vu aux États-Unis lors de l'ouragan Katrina. Le chaos informationnel a aggravé l'incapacité à coordonner l'aide et à rétablir l'ordre. La résilience des communications devient alors centrale. Sans réseau fiable, la coordination s'effondre, la population reste dans l'ignorance, la défense s'avère impossible. Toute armée contemporaine doit investir dans des systèmes de transmission robustes, capables d'endurer l'isolement ou les frappes ciblées. Les forces armées ukrainiennes expérimentent désormais des réseaux radio encryptés portables et des relais improvisés sur les toits des immeubles. La logistique, autrefois simple question d'acheminement, doit être réinventée. S'appuyer sur quelques points stratégiques, ponts, gares, dépôts, revient à exposer l'ensemble de l'effort de guerre à une seule frappe. Il faut diversifier les axes de ravitaillement, disperser les stocks, multiplier les capacités de réparation, miser sur la redondance et la flexibilité. Les Ukrainiens, apprenant des erreurs passées, stockent désormais du carburant et des vivres dans des abris souterrains éparpillés. Les sociétés civiles partagent ce défi. Valoriser la résilience énergétique, investir dans des groupes électrogènes, des micro-réseaux, apprendre à subsister en cas de panne prolongée. Ce n'est plus un luxe, mais une nécessité vitale pour la survie collective. Des quartiers entiers de Kiev organisent aujourd'hui des ateliers de survie et des exercices de gestion de crise en cas de blackout prolongé. Ignorer ces transformations, c'est risquer de voir sa sécurité, qu'elle soit nationale ou locale, anéantie dès la prochaine crise. Les conflits récents le prouvent. La victoire ne se joue plus seulement sur le front, mais dans les coulisses obscures de la logistique et de l'information. En 2018, lors de l'effondrement du réseau électrique vénézuélien, la société tout entière a vacillé, preuve que la guerre de l'infrastructure n'est pas qu'une fiction. Sur le terrain ukrainien, ces principes prennent une dimension concrète,
tandis que chaque attaque vise à tester la résilience d'un adversaire déjà sous pression. Mais comment les Ukrainiens s'adaptent-ils à cette guerre de l'ombre? Ils développent des stratégies de résistance psychologique, groupes de soutien, formation au stress, communication régulière avec les familles, diffusion de messages de solidarité. Des applications mobiles anonymes permettent de signaler les points de ravitaillement encore fonctionnels. La prochaine guerre sera-t-elle remportée par une simple prise électrique ou par une attaque contre le moral? La question n'a jamais été aussi pressante. Sur les fronts ukrainiens, chaque interruption de courant, chaque rumeur de reddition, chaque message diffusé par drone compte autant qu'une salve d'artillerie. La stratégie russe, aujourd'hui, ne se limite plus au fer et à la poudre. Elle vise à user l'adversaire en frappant au cœur de ses nerfs vitaux, organisation, logistique, morale. Les infrastructures essentielles sont systématiquement visées, provoquant des coupures dans l'alimentation, la communication et les transports. Quand une ville s'enfonce dans l'obscurité, ce n'est plus un simple dommage collatéral. C'est une offensive calculée, destinée à désorienter, isoler, épuiser. Mais la guerre moderne excède la destruction matérielle. Elle se joue aussi dans l'esprit des combattants. Messages largués par drone, ultimatum psychologique, menaces d'encerclement total. Tout vise à semer le doute, à pousser l'ennemi à se sentir abandonné, à envisager la reddition, avant même d'affronter le dernier assaut. On se souvient que durant la guerre du Vietnam, la campagne de désinformation menée par radio avait contribué à la démoralisation de certaines unités. Face à cette mutation, rester spectateur serait une faute fatale. Saisir comment l'usure logistique et psychologique transforme le conflit, c'est comprendre ce qui pourrait frapper nos sociétés. Pénurie, cyberattaques, déstabilisation de nos réseaux électriques, fissures dans notre quotidien. Les experts en sécurité recommandent déjà de diversifier les sources d'énergie, de former la population à la gestion de crise et de renforcer la cybersécurité nationale. La réalité, c'est que la ligne de front n'a jamais paru aussi proche. Les ondes de choc de ces stratégies traversent déjà nos économies, notre sécurité énergétique, nos débats politiques. Fermer les yeux sur ces dynamiques, c'est risquer la surprise lors de la prochaine crise, et la subir, plutôt que de l'anticiper. Les cyberattaques contre les hôpitaux européens en 2020 ont montré que la guerre invisible est déjà là. Alors, posons-nous la question. Que ferions-nous si, un soir, la lumière s'éteignait, non pas à des milliers de kilomètres, mais chez nous? Sommes-nous prêts à affronter la prochaine mutation du conflit, visible ou invisible, armée ou numérique? Sommes-nous préparés à résister non seulement à la force brute, mais à l'usure de notre morale, à la désinformation et à la solitude imposée par la coupure des réseaux? Il est temps d'agir, de s'informer, de débattre. Car aujourd'hui, la résilience commence par la lucidité, et la sécurité collective dépend de notre vigilance. Préparons-nous non seulement à la prochaine bataille, mais à la prochaine panne, au prochain blackout, à la prochaine vague de fausses informations. Car la survie collective, demain, dépendra autant de notre capacité à penser l'invisible que de notre force à tenir la ligne.